Analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La Tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Lundi 10 juillet 2017, mesdames et messieurs, merci de nous préférer ce matin. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, la Tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Avant-dernier jour, ce lundi, des évaluations du baccalauréat unique, session 2017, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, comme le faisait son prédécesseur, est en tournée de supervision à l'intérieur du pays. Ibrahima Khalil Konaté, Kaokare, est actuellement à Fria où il va lancer les épreuves de ce lundi. Pendant ce temps, la correction des copies du brevet d'études du premier cycle se poursuit. Seul bémol à Farana, un réseau de présumés correcteurs corrompus a été démantelé par l'inspection générale de l'éducation. Du coup, des actes ont été pris par M. Morimoussa Kamara. L'information nous a été rapportée par le site guinématin.com. Son correspondant Goulou Touré est déjà en ligne. Il va essayer d'éclairer nos auditeurs et téléspectateurs par rapport à cette situation. Le jeudi dernier, le domicile du chargé de communication du bloc libéral a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus non encore identifiés. Ces individus auraient procédé à une fouille systématique de tous les coins de la maison avant d'emporter avec eux quelques objets de valeur. Aliou Ba sera en direct dans cette émission pour nous dire comment les choses évoluent sur le terrain depuis la production de cet acte. Le divorce entre les nouvelles forces démocratiques et l'Union des forces démocratiques de Guinée devient de plus en plus effectif. Les NFD ont-ils vraiment apporté quelque chose à l'UFDG ou vice-versa? La question taraude encore toujours jusqu'à opposer les militants et cadres des deux partis. C'est le cas par exemple du vice-président de NFD depuis Paris. Maka Baldé sera en direct dans cette émission. Et puis, comme invité ce matin ici, dans ce studio sur ce plateau, c'est bien Mohamed Lamine Kaba. Il est le président du parti fidèle, Force des intègres pour la démocratie et la liberté. Avec lui, il sera question de la crise qui prévaut en ce moment au sein de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'avenir de l'opposition face aux enjeux électoraux qui pointent à l'horizon. Et puis, le mouvement qui vient de naître, le peuple n'en veut plus, un mouvement concocté notamment par l'artiste reggaeman Eli Kamano. Toutes ces questions vont être donc débattues par l'invité ici dans ce studio et sur ce plateau encore une fois. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux millions d'auditeurs et téléspectateurs. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Kondé, bonjour à notre invité, à nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en onde est assurée par Yamoussa Silla, la réalisation côté TATV assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Kadia Touré et Sekou Touré. Daouda Mohamed Kamara, Goulou Touré est déjà allé à là, ça c'est une affaire de Touré. Hein? C'est compliqué, Sekou Touré, Kadia Touré, Goulou Touré. Mais lui, il est le correspondant du site guinématin.com. C'est lui qui nous a rapporté cette information selon laquelle un réseau de correcteurs a été démantelé du côté de Farana. La Tribune de l'Actu Plus, l'invité. Goulou Touré, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes basé du côté de Farana. Vous êtes correspondant de guinématin.com. Ce réseau dont vous parlez dans votre article, réseau de correcteurs corrompus, comment a-t-il été démantelé? Bon, je voulais dire ici, par là, effectivement, il y a eu un réseau de correcteurs corrompus démantelé par l'inspecteur régional de l'éducation de Farana, M. Morimoussa Kamara, qui a relevé la situation. Donc, à travers M. Mori Kamara, selon lui, il dit qu'il avait mis en place un comité secret qui surveille les correcteurs en coulisses sans qu'ils se rendent compte que vraiment qu'ils sont contrôlés. Donc, vu ça, il a rêvé que vraiment que ces correcteurs-là
ont formé un groupe de révision dans les quartiers, dans les écoles privées pour identifier ces candidats à travers un signe sur les copies. Donc, à travers ces signes-là, l'inspecteur régional de l'éducation, M. Mori Moussa Kamara, est parti du but au droit. Il est parti dans la salle de correction pour vérifier certaines copies qu'il avait déjà observées, dont les élèves devraient écrire une réponse sur la copie. Maintenant, au lieu d'écrire une réponse, donc les correcteurs corrompus ont déjà indiqué à ces candidats d'écrire allure à suivre. Donc, à travers ça, c'était le mot de passe, allure à suivre. C'était affaire à suivre, voilà. Allure à suivre, c'était un mot de passe. Ensuite, un autre mot de passe, à la fin de la solution du terrorisme, le sujet physique, au lieu d'écrire solution, à la fin de la solution, on dit d'écrire ça en gras. Avec majuscule, I majuscule, N en majuscule. Donc, tout ceci-là, c'est une indication au niveau des candidats pour qu'ils soient repérés lors de la correction. Donc, M. Mori, à travers son comité de veille, ils ont enquêté, ils ont trouvé plus de 155 copies vraiment identifiées à travers les correcteurs dont ils ont donné les notes de 16 de moyenne ou 18 de moyenne. Donc, après ces 18 de moyenne là, après récorrection, on a retrouvé que les candidats de 55 copies ont déjà 0,2, 0,3, 0,4. Donc, voilà, cela les a interpellés. Lui aussi, il a essayé de démanteler maintenant les réseaux. Quels sont les correcteurs qui sont chargés de ces copies? C'est ainsi, maintenant, il a repéré petit à petit jusqu'à mettre main sur 9 personnes, auxquelles le 9e correcteur a été, lui, il a glissé une erreur. Mais les 8 ont reconnu vraiment qu'ils sont coupables et ils ont demandé si cela n'a pas plu maintenant M. Mori Kamara. Il dit non, il faut maintenant mettre fin à cette situation. Il faut aider le pays. C'est que on a beaucoup aidé maintenant. On va aider maintenant le pays qui va avancer. Donc, c'est ainsi. Nous avons été saisis par police qui voulait faire une négociation. Quand nous avons été saisis rapidement, on s'est dirigé vers lui pour demander. Il n'a pas manqué maintenant vraiment à dire vraiment clairement comment les choses se passent. C'est ainsi que nous avons investigué. On a vu que maintenant la question était là à travers les lèvres de la population. Ici, est-ce que cela est organisé à partir de la DPE, à partir des DPE, puisque comment se fait-il que ces réseaux de 8 personnes peuvent se retrouver au même moment dans la même correction? Donc, est-ce que ce n'est pas un réseau dit à la complicité de certains cadres de DPE ou bien de la DPE de Farana, puisque tous ces correcteurs ont été repérés, ils sont tous de Farana. Donc voilà la situation qui promeut actuellement, la question qui est là aujourd'hui. Alors concrètement, vous dites que les dispositions ont été prises contre ces correcteurs corrompus, comme vous les appelez. Quel acte concret a été pris contre eux? Parce qu'il y avait déjà une plainte, il faut le dire, du ministre de l'enseignement préuniversitaire contre X. C'était une plainte qui anticipait sur les examens même. Qu'en est-il exactement de ce côté aujourd'hui? De ce côté, on peut dire que l'inspecteur sur place a, de fait que les 8 personnes ont reconnu coupables, qui sont vraiment responsables. Responsables c'est de qu'on leur reproche, donc, oui. l'inspecteur s'est saisi rapidement, faire une décision et publier rapidement pour tout processus d'examen nationaux à Farana, maintenant que ceux-ci sont exclus vraiment jusqu'à nouvel ordre. Okay. Maintenant, en attendant, il les a mis en garde au compte de la justice pour que ceux-ci-là vraiment soient, vraiment, qu'ils démontrent maintenant leur complicité, soit à l'IRE, soit dans les décrets. Voilà, c'est le processus qui est en cours à Farana actuellement. Alors, comment l'évolution de la correction, comment ça avance maintenant avec le démantèlement de ce réseau? Après le démantèlement du réseau, il a été retrouvé plus de 155 copies démantelées, mais il y a d'autres copies en géographie, en histoire et en mathématiques, puisque tout est venu de la physique. Et en chimie, ont été repérés.
Donc, l'inspecteur a pris la disposition. Il a organisé un troisième lot de correcteurs pour que ceux-ci corrigent consciencieusement les copies. Actuellement, ceux-ci sont en train de corriger consciencieusement les copies. Et il a été repéré que certaines copies, même en rédaction, ont été repérées encore 01, 02. Toujours la situation continue. Donc, au sein de la population, il y a une confusion totale pour le moment. D'où vient ce réseau-là? Alors, est-ce que ces élèves concernés, ces copies concernées, ces élèves sont-ils des écoles publiques ou privées? La plupart de ces élèves sont des écoles privées. D'accord. Mais il y a eu aussi d'autres correcteurs qui sont venus de l'école publique. Donc, il y a certains même correcteurs qui ne sont même pas de près de la fonction publique ou de loin de la fonction publique. Ils n'ont ni donc, ce ne sont pas des enseignants titulaires. Ils ne sont pas des enseignants. Voilà. Donc, voilà le réseau qui est là. Est-ce que cela dépend des autres dans l'administration? En tout cas, ce sont des questions qu'on peut bien se poser. Goulou Touré, voilà. Nous allons être avec vous durant toute l'évolution de cette affaire. Du côté de Farana, certainement demain ou après-demain, on va interpeller le ministre de l'enseignement préuniversitaire sur cette autre forme de magouille qui existe au sein du système éducatif guinéen pendant les différents examens. Peut-être que cela va relancer la question, la problématique sur le choix des correcteurs lors des différents examens. Mais en attendant, merci d'être passé dans cette émission et très bonne journée du côté du Sankara, hein, le Farana. Le Farana, c'est le Sankara. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Je vous le disais, le jeudi dernier, le domicile du chargé de communication du bloc libéral a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus non encore identifiés. Ces hommes auraient procédé à une fouille systématique de tous les coins et recoins de la maison avant d'emporter avec eux quelques objets de valeur. Comment la situation évolue sur le terrain? Nous allons appeler tout à l'heure le concerné, c'est-à-dire Ali Ouba. Il va tout à l'heure être en direct dans cette émission. Daouda, on a suivi M. Goulou Touré par rapport à la situation qui prévaut du côté de Farana. On a souvent parlé de corruption, on a souvent parlé de magouille, mais c'est une première qu'un réseau soit mis en place avec les mots de passe pour que des notes faramineuses soient attribuées aux candidats au bac. Je me demande bien comment Mohamed Lamine Kaba, parce qu'il est de Farana. Ah d'accord. S'il n'a pas bénéficié d'un tel réseau. Comment vraiment il peut apprécier cela. Oui. Mais de toute façon, je crois que cette fois peut-être que le réseau a été démantelé, mais on a toujours constaté à des moments donnés, à l'approche des examens ou pendant même des examens, qu'il y a des groupes de révision qui sont formés ça et là. Ouais. Et ce sont au sein de quel groupe de révision. Le succès est éclatant. Le succès est éclatant, mais aussi, il faut le dire, il y a des mots de passe qui existent toujours entre les enseignants qui viennent donner les cours de révision et les élèves qui suivent ces cours de révision. Parmi ces mots de passe, en tout cas pour le cas de Farana, bonne allure et puis excès de l'autre côté avec gras. Donc ça veut dire qu'il y a cette fois, peut-être qu'on a démantelé de ce côté, mais c'est un réseau qui se retrouve aujourd'hui partout dans le pays, et aussi bien lors des corrections de baccalauréat, de BPC, même de l'entrée en 7e année. C'est une réalité quand même qui est vécue, mais puisque tout le temps on a fermé, je crois bien, les yeux sur ces comportements, mais il faut le dire que ce n'est pas une première, ça a toujours été le cas, parce que c'est incompréhensible. Certes, on peut dire que tel a eu son examen, il n'a pas le niveau, c'est la chance, oui, mais il faut aussi qu'on ait... Non, moi je suis même pas d'accord qu'on dise chance au niveau des examens. Non, mais normalement, ceux qui ont le niveau, ce sont eux l'examen en Guinée, c'est une question de chance. C'est ce qu'on dit. C'est une question de chance. C'est grave. Parce qu'il y en a qui viennent, qui ne savent pas... Sinon, comment comprendre qu'un étudiant, qu'un bachelier par exemple, qui ne sache pas te rédiger
obligé, qui ne puisse pas lire le sujet qu'il doit traiter. Oui. Parce qu'on a vu l'exemple cette année, les exemples même cette année au bac. Au lycée de Yimbaya, précisément. Non, au lycée l'aviation, où la candidate n'a pas pu lire le sujet qu'elle doit traiter. Comment alors voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas pu lire le sujet, qu'il puisse traiter ce sujet? C'est quand même compliqué. Mais je crois, quand on parle de conscientisation, je le disais la dernière fois, on se focalise plutôt sur les élèves, sur les 3 examens, sur les élèves. De l'autre côté, on oublie les formateurs. Si les formateurs ne sont pas conscientisés, si les formateurs n'ont pas cette conscience professionnelle de dire que si je n'encadre pas bien cet élève, c'est un cadre que je suis en train de... C'est un mauvais cadre que je suis... de vouer à l'échec l'avenir de mon pays. L'avenir du pays. T'en vaut l'école, t'en vaut la nation. Mais si ce formateur qui doit inculquer, qui doit éduquer dans ce sens, lui-même, il se livre à de tels comportements, je me demande bien comment l'élève lui-même il va faire. Parce que c'est terrible, c'est grave, c'est gravissime. Les 150 copies, par exemple, qui ont été interceptées. Supposons que ce soit 150 élèves. Les 150 élèves ont reçu cette éducation, il faut le dire, de leurs formateurs. Et c'est ce qu'ils vont perpétrer. Et c'est ce qu'ils vont perpétrer eux aussi quand ils seront dans la même situation. Ils vont faire la même chose, comme pour dire qu'on n'est quand même pas pour l'instant prêt à quitter ces difficultés, et c'est très grave. C'est très grave, c'est très compliqué aujourd'hui. Le niveau ne fait que baisser. Chaque fois on dit non, on a organisé des tests de remise à niveau, tiers faible, tiers fort, tiers moyen, pour que tout cela soit remis au niveau, mais tant que ça doit être comme cela, il faut que le Guinéen arrête de tromper l'autre Guinéen. C'est compliqué quand vous donnez des mots de passe, vous donnez des consignes particulières aux différents candidats qui sont à différents niveaux d'examen pour que les notes soient distribuées comme des cacahuètes. On va penser pouvoir arranger ces élèves, ces candidats qui vont peut-être jubiler leur admission en classe supérieure, mais eux-mêmes intérieurement, ils estimeront qu'ils n'ont aucun niveau. Conséquence, si ce sont des élèves consciencieux, vous enseignants, vous encadreurs qui avez aidé ces élèves à passer d'une classe à une autre, en fin de compte, ils n'auront plus confiance en vous. Moi, je me rappelle encore, ils ne respecteront même pas. Tous les jours, on avait un professeur de français. Même ce matin, je le disais à quelqu'un. Chaque matin, quand il vient, ça commence d'abord par une dictée question. Cadeau du jour, on avait des cahiers uniquement pour ça. Daouda Mohamed Kamara, c'était M. Bente. On a eu vraiment des professeurs qui nous ont pris comme leurs propres enfants à l'école. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde trompe tout le monde, tout le monde veut tromper tout le monde? C'est compliqué. On a besoin de moraliser aujourd'hui le système éducatif guinéen. Ce sentiment entre élèves et formateurs, ce sentiment parental, ça a disparu. Ça a disparu. C'est une histoire lointaine. Ça n'existe plus. Ça, c'est grave. Il faut même pas se là-dessus. Aujourd'hui, c'est les intérêts farfelus qui lient le formateur à l'élève. Et ça, je crois que si il n'y a pas prise de conscience, ça va être très compliqué pour... En tout cas, il y a déjà péril dans la démarche. Il est en ligne, Ali Ouba. Il est le directeur de la communication du bloc libéral. Le jeudi dernier, il a reçu la visite anormale de quelques individus qui ont fait ce qu'ils ont voulu faire chez lui. Comment la situation évolue? On va lui poser cette question. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Aliouba, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication du bloc libéral, le parti dirigé par Dr Faya Milimouno. C'était la semaine dernière, vous avez reçu chez vous la visite des cambrioleurs qui ont passé au pain fin votre appartement. Dites-nous, qu'est-ce qui a été emporté et quelles étaient les circonstances de leur visite? Oui, effectivement, c'est dans l'après-midi du jeudi 6 juillet que des personnes sont venues chez moi. Selon les premiers témoignages, il s'agit de 2 véhicules en journée. Et je rappelle que je suis voisin direct de l'escadron mobile numéro 15 de Kobaya. Alors, ils sont montés à l'étage, ils ont cassé la grande porte et les portes intérieures. Ils se sont dirigés directement sur ma chambre et dans mon bureau. Alors, ils ont fait une fouille systématique. Des documents ont été éparpillés un peu partout dans la maison, du matériel informatique emporté, notamment 2 disques durs, l'ordinateur du bureau et l'ordinateur portable, plus des tablettes et 2 clés USB.
Un désordre s'est installé complètement dans la maison et tout a été renversé sans précision du tout, avec aussi des objets de valeur de ma femme et des choses personnelles qui ont été emportées. Et ça s'est passé dans l'après-midi du jeudi 6 juillet à mon domicile à Kobaya. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités de la gendarmerie ou de la police ont-elles été informées, ont-elles été saisies et quelles sont les dispositions qui sont prises de leur côté? Et immédiatement après mon retour, parce que mon neveu a été le premier à arriver à la maison, je rappelle que nous étions tous absents, c'était un travail, madame et moi, et les enfants étaient dans ma belle famille. Donc, mon neveu est rentré le premier, lui, les stagiaires, et il a constaté cette situation, il m'a appelé, j'étais en route, ça c'était aux environs de 16h30, j'étais au niveau du Tibet. Alors, quand je suis arrivé, j'ai informé la gendarmerie qui, comme je vous le dis, est mon voisin immédiat, et j'ai fait une déclaration, les gendarmes sont venus faire un constat des lieux et me faire comprendre que les enquêtes vont s'ouvrir et que on verra bien ce que cela va donner. Mais le lendemain, quelque chose de particulier s'est passé parce que le commissariat de Somponia m'a appelé parce qu'ils auraient trouvé des éléments, des indices, notamment une enveloppe et une tablette avec des objets de ma femme dans les mains d'une dame qui aurait déplacé un taxi, un chauffeur de taxi la nuit, c'est-à-dire la veille de la nuit du jeudi, aux environs de 22h, dans les environs de vers Kisoso, et que cette femme aurait dit au taximètre qu'elle habitait vers Somponia. Il se trouve que au cours de la route, quand il se déplaçait, le taximètre a remarqué des choses qui lui ont semblé un peu bizarres, parce qu'à chaque fois que la femme recevait des appels, elle lui demandait de s'arrêter et elle descendait pour communiquer. Ceci a été un indice qui l'a amené à suspecter. Et après, elle lui a dit qu'elle a des devises et qu'elle souhaiterait faire du change. Et que, bon, ce mois de l'argent en devises avait été dérobé. Alors, le monsieur a décidé par instinct de conduire la femme au commissariat de Somponia. Quand elle est arrivée là-bas, l'inspecteur qui était de garde a pris en charge la situation et le matin, le commissaire a remarqué que la tablette était encore allumée et il a vu la photo de profil qui était la sienne. Il s'est dit non, je connais le monsieur là parce que c'est quelqu'un de public, c'est le responsable de communication du Bloc libéral, je le regarde à la télévision. Alors le monsieur a pris la peine d'appeler un des médias de la place parce qu'il n'avait pas mon numéro. Effectivement, puisque la presse avait eu à couvrir dans la matinée ce qui s'est passé chez moi, il a eu la confirmation des événements qui se sont passés à mon domicile. Donc, il a eu mon numéro avec un de vos collègues journalistes du média en question. Et puis, il m'a appelé, je suis allé, ils m'ont expliqué le scénario là. Bon, et il se trouve que, puisqu'il y avait la femme, elle a, selon le premier témoignage, elle dit qu'elle a été sollicitée par des personnes qui lui ont demandé de les accompagner quelque part parce qu'ils sont en train de faire une opération pour qu'il puisse avoir une certaine couverture. La femme devait donner l'impression que c'était un déménagement. Donc elle est restée dehors pour faire diversion. Et que c'est une femme qui est connue par les autorités de la gendarmerie et de la police comme étant une personne qui a fait même la sûreté à plusieurs reprises. Donc apparemment c'est une personne qui sert de couverture à des situations comme ça. Donc il y avait un bout par lequel on pouvait, semble-t-il, tirer la situation si on ne voulait faire avancer les enquêtes. Bon, et de façon extraordinaire, on commence à me dire que cette affaire-là, carrément avec le terme que vous imaginez, est une affaire d'État. Je dis, mais de quoi il s'agit? Parce que moi, j'ai envie de comprendre ce qui se passe chez moi. On me dit, on ne peut pas vous dire plus, ce qui est sûr, les objets qui sont là, on va vous les restituer. Après, les enquêtes vont se poursuivre. Donc, la situation est à ce niveau-là. Et je ne sais pas qu'est-ce qui en sera. Nous avons sollicité des avocats qui vont, à partir de ce lundi, reprendre la suite, enfin, venir avoir plus d'informations et savoir quelle suite il faut donner à cet état. Oui, et surtout quand on vous dit que c'est une affaire d'État, mais qui vous a dit, qui vous a dit que c'est une affaire d'État? Bon, j'aimerais bien comprendre. C'est pourquoi je me suis interrogé. Je leur ai dit, pour moi, j'ai besoin d'explications. Quelqu'un ne peut pas me le dire comme ça de façon vague.
Je sais ce que je fais dans ce pays. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des activités illégales en Guinée. Je suis quelqu'un de connu. J'ai mes positions qui sont connues de tous. Je ne suis pas derrière des rideaux pour défendre mes positions. Et tout ce que je fais rentre dans le cadre du principe républicain. Donc, je suis un responsable politique connu. Les positions du parti que je défends sont connues. Alors, je ne suis pas quelqu'un de déguisé. Et je ne vois pas en quoi est-ce que, voilà, des choses comme ça, qu'on ne me donne pas des explications. Encore une fois, j'ai envie de comprendre, mais vous comprendrez, les amis, que quoi qu'il en soit, ça ne peut pas être aussi une surprise parce que vous savez très bien que dans notre pays, il y a encore des gens, certainement, qui, quelquefois, qui n'obéissent pas à des ordres, qui prennent des initiatives à eux. Quelquefois, c'est l'État qui ne prend pas ses responsabilités. Il y a eu beaucoup de cas d'assassinats pour lesquels on n'a jamais eu des enquêtes et tout ça, la culture de l'impunité ici. Et nous savons aussi que tout le monde sait qu'Aliba a des positions très acerbes, très critiques sur certains aspects de la vie politique nationale et surtout ces derniers temps. Donc, je suis... Alors, est-ce que vous pensez que vos prises de position ont un rapport avec la visite de ces inconnus chez vous? Monsieur Condé, je suis en position d'envisager aujourd'hui toutes les hypothèses. Imaginez-vous y compris celle-là? Tout à fait. Imaginez-vous qu'on soit chez moi en train de faire une fouille dans mes documents. Un vol simple ne peut pas s'organiser de cette façon. Vous avez vu peut-être les images parce que la presse a couvert tout ce qui s'est passé. Vous avez vu combien de fois il y avait un désordre, une fouille, on cherchait des choses. On a emporté tout le matériel informatique de la maison. Chacun peut se faire une idée de ce qui se passe. Donc, je ne suis pas pour le moment formel pour dire que c'est exactement cela. Le temps nous édifiera, mais en attendant, je suis en droit de penser à toutes les hypothèses. Aliouba, directeur de la communication du Bloc libéral, nous sommes vraiment solidaires à vous par rapport à cette situation qui, du reste, est très déplorable. Merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Le divorce entre les nouvelles forces démocratiques et l'Union des forces démocratiques de Guinée devient de plus en plus effectif. Les NFD ont-ils vraiment apporté quelque chose du concret à l'UFDG ou inversement? La question taraude toujours, jusqu'à opposer les militants et cadres des deux partis. C'est le cas, par exemple, du vice-président de NFD. Depuis Paris, nous allons appeler tout à l'heure Maka Baldé, mais on a suivi Aliouba Daouda Mohamed Kamara. Est-ce qu'on peut dire que cette affaire est une affaire d'État? Pourquoi un tel qualificatif donné à quelqu'un? Ça dépend lui-même, puisque Aliouba même a compris. Il y a aujourd'hui des autorités qui peuvent prendre certaines décisions qu'elles interprètent et on met cela au compte de la haute hiérarchie. Parfois, c'est leur initiative à eux-mêmes. Oui. Et ça n'a rien à voir avec un ordre reçu d'une autorité ou de Paul ou de Pierre. Mais aussi, il arrive aussi qu'il y ait des instructions qui soient données parfois sur un certain nombre de dossiers, mais je crois tout cela c'est des manœuvres. C'est des manœuvres, tout cela est conséquence. Pour certainement décourager l'homme dans sa ligne. Ouais. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a déjà une piste qu'on doit explorer parce que si la tablette a été retrouvée aux mains d'une femme, et cette femme, si elle a servi de couverture, c'est pour qui elle a servi de couverture, il faut bien qu'elle montre le réseau et que ces personnes soient aujourd'hui interpellées, qu'on sache si effectivement c'est une affaire d'État. Peut-être ce sont ces personnes, ce réseau qui va dire c'est une affaire d'État. Mais déjà, c'est précipité pour dire que c'est une affaire d'État. Et une affaire d'État, on sait le plus souvent, elle est classée secret. Et à ce niveau, je crois, il faut que les autorités fassent leur travail. Il faut que tous les citoyens soient logés à la même enseigne. Quand il y a situation, les policiers, les crimes comme ça, voilà. On se demande bien si ils sont entretenus pour sécuriser les Guinéens et leurs biens. Et si vous êtes en insécurité, comme vous dites que c'est une affaire d'État, c'est choquant. Et ça fait révolter, ça inquiète davantage.
de savoir comment désormais on va mener dans notre pays le combat politique. C'est compliqué. Parce que si aujourd'hui Aliouba met au compte de ses sorties médiatiques. Oui, mais si les autorités ne l'aident pas à se débarrasser de ce carcan, il a raison de penser comme cela. Bien sûr. Et il revient aux autorités vraiment d'éclairer la situation. Il est en ligne. Maka Baldé, depuis la France, il est l'un des vice-présidents de NFD. Maka Baldé, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. Camara, et bonjour à monsieur Koné, bonjour à tous les auditeurs de la radio série FM. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Quels sont aujourd'hui vos rapports exacts avec l'UFDG, le parti que dirige l'AG, celui d'Alain Diallo? Vous savez, les NFD, les Nouvelles Forces Démocratiques, est un parti indépendant. Nous avons tout comme les signé autres. Des alliances. Voilà, nous avons signé des alliances en 2010, 2013 et 2015 avec l'IFDG. À un moment donné, nous avons constaté que l'IFDG avait pris une décision unilatérale en disant qu'en aux élections locales, qu'il n'y aurait pas d'alliance. Donc, en ce moment, notre parti avait eu auparavant l'initiative de faire une retraite au niveau de Bruxelles avec la participation de plusieurs membres du bureau exécutif, notamment le président et plusieurs fédérations de l'extérieur, pour réorienter politiquement les NFD. Donc nous avions aussi décidé de notre côté de se présenter au niveau des Ratouma, au niveau de Pita, au niveau de certaines mairies de Conakry et de l'intérieur du pays, ce qui a frustré l'IFDG comme étant, nous avions dit que ce Mouktar Diallo qui serait le candidat de NFD au niveau de cette commune. L'IFDG, pour un premier temps, vous avez suivi les calomnies, les campagnes de diffamation qu'ils avaient mis à notre rencontre par rapport à notre candidature au niveau de cette commune de Ratouma, jusqu'à envoyer des commissions à l'intérieur du pays, dire aux sages du Fouta que les NFD auraient regroupé les jeunes de l'Axe pour aller insulter la coordination Halipoula, ce qui était complètement faux, puisque NFD a été soutenu par les jeunes de l'Axe, puisqu'ils ont compris que les NFD mènent un combat noble et que les NFD pourraient créer l'alternance en ce qui concerne cette commune. Donc nous avons décidé à partir de notre retraite que nous présenterions par rapport à toutes les élections, que ce soit locales, législatives, que ce soit présidentielles, en Guinée sous notre propre bannière. Ce qui a un peu frustré l'IFDG, puisque l'IFDG ne veut pas que NFD quitte en son sein, mais l'IFDG aussi n'associe pas souvent les partis de l'opposition par rapport aux décisions. Il y a beaucoup de décisions unilatérales qui sont prises par l'IFDG au sein de l'opposition républicaine. C'est ce qui a amené pas mal de frustration. Oui, mais Maka Baldé, malgré votre alliance, malgré vos rapprochements, chaque parti quand même a son autonomie et on ne peut pas dire qu'une décision qui est prise par l'UFDG soit forcément une décision qui soit partagée avec les NFD. Bon, c'est pour cette raison qu'il y a plusieurs décisions que nous avons rejetées auparavant, puisque vous savez, par rapport au démembrement de la CENI, l'IFDG avait dit, au niveau de l'opposition, on avait dit qu'on ne reconnaissait pas la CENI, qu'il fallait la destituer pour la faire remplacer par d'autres éléments, puisque les éléments qui étaient là-bas avaient tous tourné les vestes de leurs partis respectifs qui les avaient délégués. Donc l'IFDG et l'IFR, à l'époque qui étaient de l'opposition, ont été les premiers partis à désigner les représentants au niveau des démembrements de la CENI. Et nous avions fait une déclaration à l'époque pour nous désolidariser de cette décision. Donc c'est pour vous dire que NFD a toujours exprimé quand c'était nécessaire au sein de cette opposition. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est la création du Front pour une alternance démocratique, le FAD, qui a été créé par des éléments incontournables de l'opposition républicaine, qui est, vous le connaissez, M. Mouktar Diallo, président de NFD, M. Aboubakar Sylla, président de l'IFC, et M. Jean-Marc Eliano, président du RDIC. Donc nous avons décidé ensemble de mener le combat politique pour créer une alternance, que ce soit au niveau des élections locales, que ce soit au niveau de l'élection présidentielle de 2020, pour recréer une dynamique au sein de cette opposition républicaine. Puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, avant cette création, l'opposition ne représentait pas presque grand-chose, puisque comme vous l'avez tant souligné, il y a eu plusieurs manifestations qui n'ont presque apporté à rien, puisqu'il n'y a pas eu des élections locales. Les élections législatives, le mandat des députés vont s'achever dans moins d'une année.
qu'est-ce qui se fera? Est-ce que les députés vont continuer à siéger alors que leur mandat est expiré? Est-ce que nous allons assister? Alors, l'autre question, mais est-ce qu'aujourd'hui, certes, la création du Front pour l'alternance démocratique est une réalité, mais est-ce que les NFD, concrètement, ne se sont pas montrés aujourd'hui ingrats vis-à-vis de l'UFDG? Parce que c'est le parti quand même qui vous a porté, qui vous a amené à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire, je vais faire une petite confidence. L'UFDG ne nous a pas porté. Nous avons mouillé le maillot. Nous avons signé une alliance avec l'UFDG pour les élections de 2013. Financièrement, les NFD ont contribué. Stratégiquement, nous avons contribué. Nous avons mobilisé nos militants, que ce soit du côté de l'intérieur du pays, que ce soit du côté de l'extérieur, qui ont tous voté pour les listes de l'UFDG. Donc, dire que nous avons été remorqués. Pourquoi alors l'UFDG, si ce n'est pas un parti, je peux dire bête, peut mettre sur une bonne position un leader politique ou des leaders, notamment Abakar Silla, Mokhtar Diallo et autres, sur une liste nationale en première, en deuxième, troisième ou quatrième position, au détriment de leurs leaders, s'ils ne considéraient pas que ces leaders de partis pourraient apporter quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre M. Kamara aujourd'hui, M. Kone, lui mettre sur une liste de l'IFDG ou du RPG si on ne sait pas que M. Kone pourrait apporter quelque chose à l'IFDG? Arrêtons de faire des chantages. Vous savez, l'IFDG, le problème aujourd'hui, il y a des personnes qui communiquent très mal autour de cette formation politique, qui contribuent à la déstabiliser, à l'éloigner de son objectif. Bizarrement, vous n'êtes pas du parti, mais vous êtes très soucié à vous entendre de l'avenir de ce parti. Non, on n'est pas du tout soucié, parce que nous savons que l'IFDG, l'IFDG fait partie de l'opposition républicaine. Les NFD font partie de l'opposition. Nous sommes une bloc qui ont travaillé pendant des années ensemble pour l'avènement vraiment d'une réelle démocratie dans notre pays. Donc si on voit aujourd'hui que l'IFDG est en train de sombrer, ça nous inquiète d'une part, puisque si l'IFDG aujourd'hui c'est la première force après le pouvoir, la première force d'opposition. Mais nous, au sein des NFD, nous sommes en train de travailler pour devenir la première force dans un futur proche, la première force politique du pays. C'est pour cette raison que nous avons changé de stratégie. Alors, très concrètement, un peu de mots. Qu'est-ce que vous reprochez à la démarche de l'UFDG et de son président? La démarche de l'UFDG et son président, vous savez, ce sont des démarches des fois unilatérales. Parce que le leader de l'opposition, tel que Jean-Marc Teliano, est passé dans une émission ce week-end, il a dit que le chef de file de l'opposition ne respecterait pas, selon ses termes, ne respecterait pas les leaders de l'opposition républicaine. C'est-à-dire leur avis presque ne compte pas. Et on ne peut pas évoluer. Laissez tomber maintenant Jean-Marc Teliano. Quel est votre point de vue maintenant? Est-ce que vous estimez qu'il ne vous respecte pas, Seydou Dalein Diallo? Non, mais Seydou Dalein Diallo, en fait, l'IFDG se bat pour ses propres intérêts. Il ne se bat pas pour l'intérêt de l'opposition républicaine. L'IFDG, on a compris cela, c'est pour cette raison que nous avons pris nos distances. Oui. Est-ce que le parti ou le président vous respecte ou pas? Vous, est-ce que vous êtes... Non, le président Seldalin est obligé de nous respecter en tant que collaborateur. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le propos de Jean-Marc Teliano? Non, par rapport au propos de Jean-Marc, moi je suis d'accord. Mais dire que ce que je vous explique, que c'est le propos de Jean-Marc Teliano. Laissons tomber son propos. Maintenant, intéressons à vous votre position, votre rapport avec l'UFDG. Est-ce que vous avez senti d'être lésé, d'être marginalisé? Oui, bien sûr. Donc vous rejoignez Jean-Marc Teliano? Même par rapport à notre siège, on s'est senti marginalisé parce qu'il y a eu des démarches souterraines pour déloger de notre siège au niveau de Non, il y a eu des démarches souterraines, même des militants qui nous avaient rejoints auparavant au sein de l'opposition républicaine ou des jeunes de l'Axe ont été intimidés par des militants de l'IFDG. Par les militants de l'FDG, par les militants de l'FDG qui sont connus de tous. Donc on ne va pas revenir sur ça. Aujourd'hui, nous voulons nous frayer un chemin pour créer une alternance démocratique en Guinée. Puisque nous avons considéré que toutes ces manifestations politiques qui se déroulent, c'est pour des intérêts de quelques personnes. C'est-à-dire, on manifeste la journée, le soir, on se retrouve à Sékou-Touréa, on discute d'un budget de chef de file de l'opposition, on discute des budgets, d'avantages personnels. Aujourd'hui, moi, je condamne fermement le montant que reçoit le président
de l'IFDG en tant que chef de file de l'opposition. Le président de la République française, qui est la 5e puissance mondiale, reçoit 9 000 euros par mois. Le président des États-Unis ne reçoit pas 9 000 $ par mois. C'est la première puissance économique mondiale. Aujourd'hui, un simple leader d'opposition a 500 millions de francs guinéens par mois, alors que le SMIC guinéen n'atteint même pas 440 000. 50 euros. Maintenant, la manifestation est déjà annoncée par... Attendez, s'il vous plaît, je veux préciser. Est-ce que c'est responsable qu'un leader politique prend 500 millions par mois au nom de quelle loi? Au nom de quoi? D'accord. Pour faire quoi? Maintenant qu'une manifestation est programmée par cette opposition, est-ce que vous souscrivez? Vous allez descendre dans les rues du côté de Paris? Non, si c'est la même chose, on ne descendra pas. Si c'est la même stratégie, comme auparavant, où on sort les gens dans les rues, on viole les femmes, on pille les magasins, on arrête des gens, on éloigne des gens de notre territoire, on ne pourra pas participer à ça. Si on doit participer à une manifestation maintenant, en tout cas nous, NFD ou le Front pour l'alternance démocratique, il faut que ce soit une manifestation pour le départ du professeur Alpha Condé qui a violé à plusieurs reprises la constitution guinéenne, qui n'œuvre pas pour la bonne gouvernance. Vice-président de NFD depuis Paris, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Kone. Merci, monsieur Camara. La rediffusion, c'est à 22h15. Vous pouvez suivre à travers la toile, la Chéri FM Guinée, ou aller dans le bouquet canal 460 à 22h05. Vous allez suivre ce que vous avez dit en rediffusion. D'accord? Merci beaucoup, monsieur Kone. Vraiment, merci pour cette invitation. Merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. À présent, place à l'invité ici. Dans ce studio, il a certainement pensé qu'on l'a oublié. Pas du tout. Mohamed Lamine Kaba, il est le président du parti fidèle Force des Intègres pour la démocratie et la liberté. Avant d'aller avec les sujets énumérés sur lesquels le débat va porter, vous avez suivi Goulou Touré, le correspondant du Guinée Matin, du côté de Farana par rapport à ce réseau démantelé dans votre préfecture natale. Merci de m'avoir invité. C'est un devoir, encore une fois. Voilà, tout à fait. Vraiment, c'est regrettable ce qui est en train de se passer à ce niveau, ou ce qui s'est passé. Lorsqu'on voit, comme vous l'avez dit, Victor Hugo, donc un pays vaut ce que vaut son école. Et nous remarquons, nous regrettons déjà que le niveau des étudiants actuellement est très affaibli et que maintenant que nous avons apporté quelque chose selon le système en place, que le système, si vous voulez, éducatif qui est remis actuellement en place, est en train de faire remonter un peu le niveau des étudiants ou des élèves, et on constate qu'il y a une telle corruption qui est installée dans les écoles, c'est regrettable. Et une telle façon, une ingéniosité qui... Ah oui, c'est vraiment ingénieux. Hein? Non, mais sincèrement, c'est extraordinaire. C'est rusé, ça. Donc, franchement, j'ai même pas de mots. Est-ce que ce n'est même pas quelque chose d'habituel du côté des Farana? Non, mais je ne pense pas. C'est vrai, à Farana, j'ai juste fait l'école primaire. Le reste, le collège, le lycée, j'ai fait ça ici, les études supérieures à l'étranger, au Sénégal particulièrement. Donc, mais ce que je sais, le système éducatif, je sais. Ce qui se passe à Farana, certainement. Ça se fait partout. Ça se fait partout. Ouais. Donc c'est regrettable pour l'éducation de notre pays. C'est une chaîne. Hein, c'est regrettable pour le niveau de formation que nous voulons franchement améliorer. Et il faudra que l'État arrive à traquer ses responsables, à les traduire en justice et franchement de les sanctionner à la dimension de leur crime. Parce que j'appelle ça un crime, hein, sincèrement. Voilà le mot. Oui, l'autre aspect, c'est bien ce cambriolage au domicile d'un des vôtres, c'est bien. Aliouba, le directeur de la communication du bloc libéral. Et comme il l'a dit, on lui dit que c'est une affaire d'État. C'est regrettable aussi. Mais je compatis d'abord à la douleur de mon frère Aliouba. Avec tout ce qu'il vient de citer. On sait ce que représente aujourd'hui le matériel informatique, un disque dur, une clé. C'est toute une documentation que je trouve sur ça. Donc, c'est un enseignant aussi. Donc, vous imaginez donc, ce qu'il peut perdre. Donc, c'est énorme. Donc, je compatis bien à sa douleur. Mais ce qui est aussi choquant, c'est la réponse qu'on lui a réservée quand il est allé au commissariat ou à la gendarmerie, qui a saisi cette dame. La réponse qui a été donnée nous prouve à suffisance qu'avec la gouvernance d'Alpha,
nous avons, si vous voulez, désormais un État cambrioleur. Parce que quand on dit que c'est une affaire d'État, ça veut dire que c'est l'État qui a cambriolé. Donc ça veut dire que certainement la femme là était en mission. Et même quand on voit encore la manière dont la chose s'est passée, cette femme qui vient avec un groupe d'hommes qui monte à l'étage et aller saisir des biens, des fouilles systématiques, même de matériel informatique. Je n'imagine pas qu'est-ce qu'on a à faire avec une clé, si ce n'est pas la recherche d'une information. Une clé coûte combien? Je ne sais pas, on ne peut pas se déplacer, quitter de quelque part, venir saisir une clé. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Un disque dur. Donc tout ça prouve en suffisance que nous avons désormais, avec la gouvernance d'Alpha, un État cambrioleur. Parce que c'est la réponse qui lui a été réservée, en disant que c'est une affaire d'État. Donc l'État est responsable. Donc ce qui va rendre la chose difficile, comme vous l'avez dit, tout ce qui est affaire d'État est classé comme une affaire secrète. Donc à ne pas toucher. Donc voilà un peu ce qui est malheureux dans ce que nous voulons tous changer aujourd'hui, c'est-à-dire la sécurité. L'insécurité est totale. Donc nous sommes tous exposés à la même pratique. C'est franchement choquant. Nous compatissons à la douleur du frère Ba. À présent, on va aller directement avec le vif du sujet. C'est bien cette crise qui secoue actuellement la CENI à un moment où le code électoral a été déclaré conforme à la Constitution. Beaucoup pensaient qu'on allait directement s'atteler à la publication d'un projet de chronogramme relatif à la tenue des élections locales. C'est une autre crise qui mine la CENI. La semaine dernière, d'ailleurs, ses membres ont élu un autre président de l'institution, alors que celui qui est là jusqu'à date, Bakary Fofana, récuse aussi la plénière qui a permis à la mise en place à l'élection de Maître Salifou Kébé. Voilà, vous avez parlé d'abord de ce que vous appelez arrêt. Abusivement, nous l'appelons comme ça, mais ce n'est qu'un torchon que cette Cour constitutionnelle a publié, qu'il appelle abusivement un arrêt, parce que tout simplement, je ne peux pas comprendre que l'arrêt de la Cour qui dit que tel article n'est pas conforme à la loi, tel autre article n'est pas conforme à la loi, à la Constitution, tant, et finalement à la fin qu'on dit que oui, néanmoins on peut promulguer. Qu'est-ce que ça veut dire promulguer? Ça veut dire qu'on peut, c'est validé. Moi je pense que ce n'est pas parce que les gens ont des problèmes de vocabulaire juridique, non, c'est parce que tout simplement, ce n'est pas clair. Sinon la Constitution, la Cour constitutionnelle a pour référence la Constitution. Mais lorsque vous prenez la Constitution à lire, vous n'avez pas besoin de chercher un juriste pour interpréter, non? C'est facile, c'est accessible. Ouais, c'est accessible, ouais. Mais lorsque difficile. Voilà, mais lorsque cette Cour, qui ne fait qu'interpréter, voir la conformité entre les lois qui viennent et puis la Constitution elle-même, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est qu'il y a un problème à quelque part. Donc pour nous, ce que la Cour a publié n'est qu'un torchon, une décision politique qui veut juste répondre à comment on appelle, à la requête de l'exécutif. Parce que même la lettre qui a été envoyée, ça c'est une question de forme. Question de fond, et même aussi de fond, hein. La lettre qui a été envoyée, le courrier qui a été envoyé au président de la République, dans leur publication, leur écrit, ce qu'il appelle arrêt, et ils ont parlé de comment vous appelez, la société civile qui a porté plainte, enfin, qui a saisi la Cour, qui a fait une requête. L'IDH. Voilà, IDH, l'Institut national de défense de l'homme, mais aussi le front, les partis politiques. Tout ça, mais ils n'ont pas été répondus parce que toutes ces entités ont posé une seule question, une seule requête. C'était quoi? C'était le point 2 de l'accord. Mais nulle part, on a parlé, quand quelqu'un vous demande, soit vous donnez une réponse positive ou négative, mais il faut répondre à la personne. Ils ont mentionné leur nom dans le dossier. Mais est-ce que la réponse avec cet arrêt n'est pas tacite? Non, oui, ben, c'est ça. Mais ce qui serait mieux, ils ont parlé de point 2 de l'accord. Mais dans leur communication, dans leurs écrits, nulle part on a parlé du point 2. Est-ce que le point 2 de l'accord, c'est-à-dire ces élections communales, ça doit se faire? C'est faisable ou oui, mais pas? Comment on appelle ça? Les articles qui ont été incriminés ou qui ont été trouvés inconstitutionnels ne touchent pas, quand même selon cet arrêt, ne touchent pas ou n'entament à rien le fond de la substance même de la requête ou de la loi. Non, mon ami, personne ne peut l'admettre. Selon la constitution que nous avons en place, il est clairement dit, en tout cas, l'article 22, que c'est-à-dire toute loi qui n'est pas conforme à la constitution
est nul et non avenu. C'est ce qui est dit là. Oui, mais ici, lorsque... Non, mais monsieur Kaba, il y a quand même ces trois possibilités qui sont quand même édictées par les juristes. C'est que lorsqu'une loi arrive à la Cour constitutionnelle, soit, pour un premier aspect, soit la loi, elle est constitutionnelle, donc elle passe, soit elle n'est pas constitutionnelle, elle ne passe pas, ou elle est constitutionnelle, elle est en partie constitutionnelle, c'est-à-dire il y a des éléments dedans qui ne sont pas constitutionnels, mais dont leur extrait... Non, mais c'est l'explication que les juristes donnent. Les éléments qui sont là, donc, qui n'entament en rien la substance même de la loi. La loi peut passer. Non. Mais c'est ce que... Selon la Constitution, tout acte ou comment vous appelez, ou loi qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et non avenu, c'est tout. Oui, mais... Laissez-moi finir. Non, la loi, au sein de à l'intérieur de la loi, il y a ce qu'on appelle les articles. Ces articles qui ne sont pas conformes à la Constitution sont recalés, mais si ça ne dérange pas la substance même de... C'est quoi la substance? Non, vous savez, il n'y a pas de l'article mineur, mon cher ami. Il n'y a pas de l'article mineur. Il y a un article de la Constitution, c'est un article. Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas dire que tel article n'est pas conforme à la loi. Et plusieurs articles, si c'est un seul article, mais plusieurs articles ont été cités qui ne sont pas conformes à la Constitution. Ça veut dire quoi? Que ces articles-là violent la Constitution. Vous ne pouvez pas avoir une armada d'articles comme ça qui violent la Constitution et dire maintenant qu'on peut au moins valider comment on appelle le texte. C'est pas possible. Alors, c'est la Constitution ne dit pas. Donc ce qui prouve, ça c'est d'abord un premier facteur. Mais ce qu'il faut comprendre, cette armada de choses qu'il faut comprendre, en réalité, ceux qui ont saisi la Cour, qui ont émis cette requête, n'ont pas été répondus sur le point 2. On pouvait leur donner les réponses. Ce que vous avez dit, vous avez raison, vous avez tort, mais ça n'a pas été dit. Ils ont juste leur nom sur la copie, mais la requête, leur inquiétude n'a pas été analysée, n'a pas été observée, n'a pas connu de réponse. C'est ce qui est malheureux dans ça. C'est pourquoi on s'appelle que c'est une décision politique. Ce qu'il y a là-dedans, franchement, c'est un torchon qu'ils nous ont brandi. Je reviens sur la question, vous en parlez de la CENI. La CENI, ce qui se passe à la CENI, on sait que la CENI a toujours été une institution aphone qui ne parle pas, inerte, qui ne réagit pas, mais qui agit toujours sous les instructions de l'exécutif. Donc cette CENI aujourd'hui qui a assez de difficultés, franchement, pour agir dans ce rôle, pour faire ce qu'il doit faire, l'organiser des élections au moment. Et nous voyons que aujourd'hui il est clair, quelque chose est clair. Ils ont changé de président. Enfin, ils veulent changer parce que comme le président de la République qui doit valider ne l'a pas encore fait. Mais ce qu'il faut reconnaître à ce niveau, nous n'avons pas aimé la procédure. D'abord, ce qu'on ne peut pas comprendre, selon ce qu'ils nous disent, que depuis 5 ans, le trésorier de cette institution n'a jamais géré le trésor. Pourquoi on a laissé, on a fermé les yeux sur cette pratique? On sait que c'est anormal, on a accepté pendant 5 ans, voir M. Fofana, qui est président, qui gère en même temps le trésor de l'institution. Personne ne s'inquiétait, personne ne posait la question. Quand on leur demandait que tout va bien, c'est aujourd'hui maintenant qu'ils révèlent ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que M. Fofana a l'habitude de les entretenir avec ce trésor aujourd'hui, certainement qu'il n'en a pas ou qu'il ne veut plus leur donner et qu'il se réveille aujourd'hui? Cette question reste à poser. Deuxièmement, toute organisation sérieuse, lorsque vous voulez changer comment vous appelez les gérants, les responsables, la logique voudra quoi? Qu'on passe par une procédure, c'est-à-dire auditer d'abord l'institution pour pouvoir situer les responsabilités, pour savoir est-ce que c'est M. Fofana qui est responsable de ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a constitué, mais ça ne doit pas être question d'argent, il n'y a que ça. Donc cela prouve déjà que cette CENI, tous les commissaires qui sont là ne sont pas en train de se battre pour le bon fonctionnement de la CENI, mais certainement pour défendre les intérêts personnels, les intérêts financiers. C'est cela le véritable problème. Parce que pendant 5 ans, aucun commissaire ne l'a dénoncé. Et ce n'est pas normal. Ils ont un règlement intérieur qui n'est pas respecté. Personne ne l'a dénoncé. C'est aujourd'hui qu'ils le font. Et leur façon de le faire, c'est de dire, ah non, on va l'enlever. Ils devraient auditer d'abord, qu'ils soient audités internes ou externes, se battre pour auditer l'institution, voir des faiblesses, situer des responsabilités et dire quelles sont les personnes qui doivent être changées ou quelles sont les personnes qui doivent améliorer leur comportement pour permettre à cette institution d'avoir une CENI efficace, capable et transparente. Mais ce n'est pas ce que je fais. Ils se regroupent, non, on ne veut plus de toi. Et
C'est pas normal. Une institution sérieuse ne se fait pas comme ça. Je n'ai aucune affinité particulière ni avec Fofana, ni avec M. Kébé. Mais ce que je vois, cette institution qui est la structure organisatrice des élections doit être une structure référentielle, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'allure où vont les choses? Cela aussi n'enfle pas les inquiétudes autour de la tenue à temps des prochaines échéances, notamment les élections locales? Tout à fait. Lorsqu'on parle de tirer sur ficelle par l'exécutif, c'est cela notre inquiétude. Parce que, comme vous le savez, les élections communales devraient avoir lieu depuis 6 mois. Après l'investiture du président Alpha, nous sommes maintenant à la 7e année. Donc, ce qui reste jusqu'à présent, pas de perspective. Et on sait que le président n'a aucune volonté de l'organiser, parce que vouloir organiser une élection communale, c'est de changer les nommés de Alpha. Ça veut dire que les délégations spéciales. Et ces délégations spéciales... Qui ne sont plus exclusivement ces simples nommés, parce que oui, on sait, il y a la classe politique également qui est dans la danse désormais. On sait, mais dans ces fiefs, ce sont les délégations spéciales qui ont été nommées par, comment vous appelez? Oui, mais dans le fief aussi de l'opposition. Je reviens là-dessus, mais vous savez, une élection est réelle dans ce pays. Chacun cherche à protéger d'abord ses intérêts. Non, le fief, je veux dire. Et ce qui reste clair aujourd'hui, le fief de Alpha ne reconnaît pas sa gouvernance, ne reconnaît plus dans sa gouvernance. Donc, une façon de frauder dans ces localités, c'est de maintenir les nommés, les bénis, c'est bénis, oui, pour les permettre de frauder. Et puis, juste pour les élections, non seulement législatives, éventuellement référendum, parce qu'il prétend cette ambition diabolique, mais aussi cette élection qui peut avoir lieu en 2020. Donc pour nous, il ne veut pas le faire. Donc la CENI aujourd'hui, cette cacophonie qui se trouve à la CENI l'arrange. Ou voire même c'est lui-même qui est en train d'instrumentaliser. Parce qu'on le sait. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Nous savons que cette CENI n'a jamais eu l'audace, si vous voulez, de dénoncer certaines pratiques. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à démettre la personne qui était en complicité forte ou qui est en complicité avec Alpha. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, la réalité est que ce qui se passe arrange Alpha, donc retarde les élections, et donc tout ça. Voilà. Mais à quoi peut-on s'attendre si la situation perdure avec ce bicéphalisme? Bakary ne reconnaît pas la plénière, et puis les 17 commissaires frondeurs aussi estiment que c'est M. Kébé maintenant qui est désormais leur président. Oui, c'est un alibi pour Alpha, pour dire comment on peut aller aux élections. La structure organisatrice n'est même pas encore à ces problèmes internes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est juste de trouver un alibi, ou voire même encore changer carrément cette CENI parce que ce qui est curieux, il y a de cela quelques semaines, ils se sont regroupés au palais pour parler, si vous voulez, de modèles de CENI à l'extérieur, où nous avons compris exactement que l'État voudrait s'accaparer des attributions désormais de la CENI, c'est-à-dire organiser les élections par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc ce Nervi, on le sait comment il va le faire, il ne peut pas être comme Lamine Cissé du Sénégal qui a organisé une élection. Il a été d'abord lui nommé en tant que ministre de la République par le président Wade. Diouf. Oui. Et il a organisé une élection qui a vu partir, comme on appelle celui, son mentor. Ouais. Donc on ne peut pas l'imaginer qu'un Bromokondi fasse les mêmes choses. Il reste clair que nous n'avons pas surtout quand c'est Mohamed Lamine Kaba qui doit gagner. Ah, tout à fait, non, on le sait. Parce que moi, s'il y a quelqu'un qui m'énerve dans la gouvernance d'Alpha aujourd'hui, c'est bien ce dernier. Mais si d'un côté vous estimez que Bakary Fofana est très proche d'Alpha Condé, il jouerait le jeu de Alpha Condé, alors pourquoi penser à transférer les compétences de la CENI désormais au ministère de l'administration du territoire, dès lors que la CENI elle-même, vous l'avez dit plusieurs fois, qu'elle est caporalisée aujourd'hui? Oui, on sait, parce que c'est une façon encore de faire. Vous savez, même au moins à la CENI, il y a quelques personnes qui sont peut-être récupérables, qui ont été envoyées par les partis politiques d'opposition, mais donc qui sont récupérables. Qui annoncent déjà leur candidature pour 2020, notamment Étienne Soropogui, qui est venu de l'opposition. Oui, bon, parce que leur mandat doit prendre fin. Donc, il annonce déjà. En tant que Guinéen, c'est son droit de jouir à ça. Donc pour nous, c'est un alibi que le président, ou que l'exécutif veut juste pour dire qu'on ne peut pas aller aux élections parce que ça ne va pas de l'autre côté. Et une façon aussi de comment, maintenant, comme ça c'est dit maintenant, ça ne va pas.
Alors voici le ministre de l'administration des territoires qui va organiser des élections. Voilà. L'invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, Mohamed Lamine Kaba, il est le président du parti fidèle Force des Intègres pour la démocratie et la liberté. Parlons maintenant de l'avenir de l'opposition face aux enjeux électoraux. Vu tout ce qui se passe, vous avez suivi tout à l'heure le vice-président de NFD sur l'UFDG et il a rappelé même un des propos de Jean-Marc Teliano, alors que c'est tous ces leaders qui composaient, y compris vous, jadis, l'opposition républicaine. Autour de son chef de file. Nous l'avons dit plusieurs fois que nous sommes très, comme vous appelez, nostalgiques de l'opposition en 2012-2013, où on avait les grandes figures telles que M. Lansana Kouyaté, M. Sidia Touré, M. Badiko, et tant d'autres leaders que vous connaissez, aujourd'hui qui ne se reconnaissent plus avec cette opposition républicaine. C'est pitoyable. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au sein de cette opposition. C'est pathétique quand on voit l'image. La dernière fois, c'était M. Makanera qui était le porte-parole. Et le seul leader que je voyais à côté, c'était le président Dalin. C'est pathétique ça. Qu'est-ce qui est devenu l'opposition aujourd'hui? Et c'est inquiétant au moment où le président Alpha est en train de faire montre cette obsession à se représenter pour un troisième mandat de trop. Donc ce qui prouve à suffisance que l'opposition est affaiblie. Et si l'opposition est affaiblie, c'est la démocratie guinéenne qui est affaiblie. Parce que tout pouvoir est méchant dès qu'on le laisse faire. Tout pouvoir est correct et sage quand ils se sont jugés. Et l'opposition est en train de se battre dans ce sens. Donc quand on voit que l'opposition est affaissée à ce niveau, il est inquiétant, il est important aujourd'hui qu'on se donne la main, la classe politique, l'opposition principalement, au regard, si vous voulez, face à nos intérêts personnels et nos égos, nous donner la main en vue de reconstituer l'opposition pour pouvoir être franchement un contrepoids face à cette velléité du président Alpha. D'accord. Est-ce que cet éclatement aujourd'hui aussi de cette opposition, vous pouvez aussi dire que c'est de la responsabilité d'Alpha Condé? Non, ce qu'il faut reconnaître, il y a la première responsabilité comme au président Dalé. Quand ça ne va pas dans une maison, c'est vraiment le premier responsable de la maison d'abord qu'il faut accuser. Il faut avoir le sens du partage. Donc Alpha Condé n'y est pour rien. Non, il y a sa responsabilité. Mais c'est que le terrain était propice. D'accord. Le sens de partage avec le sens du partage, il faut que le président Dalé ait le sens du partage. Lorsqu'on n'a pas ça en tant que premier... Vous regardez le président Alpha aujourd'hui qui est en train de diviser non seulement son parti, mais tous les Guinéens. Mais quand il était dans l'opposition, je me rappelle à la législature de 1995, Mamadou et Sirayo, les deux cumulativement avaient 18 députés. Et le président Alpha, le RPG, donc, avait 18 députés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Alpha a cédé. De vrai, ils ont mis un groupe parlementaire. Il a cédé. Cette place, il a donné à Mamadou, qui était le président du groupe parlementaire. Parce qu'il savait qu'il était le plus significatif de l'opposition. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'Assemblée. Ce qui l'intéressait, c'était la présidence de la République. Dans les communes, etc., ils ont fait des alliances en ce sens aussi. C'est ce qui l'intéressait, ce n'était pas les mairies. Ce qui l'intéressait, exactement, c'était la présidence de la République. Il y a même certains partis politiques que, sincèrement, je sais, certains leaders politiques qui étaient parfois entretenus par le président Alpha. Il ne donnait pas l'argent à son parti, parce qu'il sait que son parti, ceux qui sont derrière lui, c'est un acquis. Ce sont des hommes acquis pour la cause. D'autres leaders politiques, donc adversaires politiques, il les donnait de l'argent. Je sais. Donc cette opposition ne demande pas au président d'Alain de le financer. Non. Mais c'est que ce qu'on demande, de s'accepter. Si nous sommes d'accord qu'on doit se retrouver dans la rue pour organiser des manifestations, encaisser les coups tordus du pouvoir, acceptons qu'on mette un système en place pour nous permettre de conquérir l'électorat de nos compatriotes. Mais c'est ce que le président a du mal à parfois accepter. Nous étions de la coordination de l'opposition extra-parlementaire, malheureusement, dans la majorité, tout le monde d'ailleurs, si ce n'est que le parti fidèle, tout le monde d'ailleurs est allé à la mouvance. Mais pourquoi nous avons quitté à cette époque de l'opposition républicaine? Parce qu'on avait mis une plateforme en place. La plateforme qui a été rédigée par deux de l'opposition parlementaire, deux de l'opposition extra-parlementaire, pour qu'on puisse soutenir, c'est-à-dire les partis politiques non significatifs,
pendant les élections communales, les soutenir, et pendant les élections présidentielles, pour qu'on puisse accompagner ces grands partis significatifs. Et beaucoup ont accepté, mais le président Dalin, ou l'UFDG ne l'a pas accepté, c'est pourquoi nous l'avons quitté. Nous sommes restés dans l'opposition extra-parlementaire, on était ensemble. Donc, et finalement, ça c'est le cas. Et je connais tant d'autres leaders encore qui ont des détails qui n'ont pas certainement expliqué, tels que ceux qui ont créé actuellement ce qu'on appelle le Front pour l'alternance démocratique. C'est parce qu'ils ont compris nettement que le président Dalin a refusé de les accompagner, ou je ne sais pas, ils sont mieux placés. Mais ça a été annoncé quand même que cette année, chaque parti va aller... Cette année, c'était toujours comme ça. Elle va aller sous sa propre bannière. Ça a été toujours comme ça. Pas cette année. Ça a été toujours comme ça avec l'UFDG. Vous me direz par exemple que l'UFR par exemple qui a été... Non, il est clair que l'apport, c'est que l'UFR a eu à faire en 2010. On sait que la conséquence a perdu presque la majorité de ses militants parce qu'il a accompagné Dalin. Il a encaissé un coup. Donc la logique voudrait qu'il l'accompagne. Donc ce qu'il a bénéficié, il a été accompagné, il a gagné quelques suffrages, ou quelques députés, etc. Tant mieux. Mais ça devrait continuer. Vous savez, il faut en politique, mais l'UFDG est trop suffisante. En politique, ce n'est pas toujours le poids qui compte, mais parfois le nombre. Dire que c'est la force, on sait que même la manifestation prochaine, s'il manifeste, bien sûr, il y aura de l'affluence. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est une. Mais il n'y a pas que ça. En politique, il y a parfois le nombre qui compte. Dire que je suis avec 5 partis politiques, c'est surtout le cas de la Guinée. L'UFDG, elle seule, si elle sort dans une manifestation, il est facile de les balancer sous un angle ethnique. Et ça les affaiblit. Mais lorsque vous avez des grandes figures comme celle que je viens de citer, déjà les gens vont voir que c'est la nation guinéenne qui est sortie. Et le premier gagnant, c'est l'UFDG. Donc ce qu'il y a, il devrait... En politique, on procède par l'addition, non pas par la soustraction. Il devrait encaisser des coups tordus ici à coups tordus. Oui, mais est-ce que les petits partis aussi ne demandent pas trop, Qu'est-ce qu'ils ont demandé? La seule chose qu'ils ont demandé, c'était quoi? Nous, qu'est-ce que nous avons demandé? C'était un accord, je dis bien, qui a été rédigé par 2 de l'opposition parlementaire. On a délégué. On a dit que faisons une plateforme. 2 de l'opposition parlementaire. Il y a M. Aliou, Dr Ali Kodé qui était de l'autre côté. Secrétaire général de l'UFDG. Voilà, il y avait 2 de l'opposition parlementaire, comment on appelle, extra-parlementaire aussi qui était là. En ce moment, c'était, comment vous appelez, un de Baliko qui était là, Dr Corset, qui était là. Donc on a rédigé et finalement on a soumis à l'Assemblée générale, si vous voulez, à la plénière. Et là, à ce niveau, l'UFDG ne l'a pas accepté, ça n'a pas passé. Qu'est-ce qui a été demandé de trop? C'était un accord qu'on a voulu mettre en place, mais qui n'a pas accepté. Alors, le FAD, Front pour l'alternance démocratique, lancé, quelle chance vous pensez que ce front, cette alliance peut avoir pour cette alternance démocratique en 2020? Des grands partis comme le RPG et l'UFDG. Mais bon, je ne peux pas le dire, mais c'est que je suis très inquiet. Je n'ai pas aimé la mise en place de cette formation, de cette alliance. Parce que tout simplement, le morcellement de l'opposition, on n'a rien à gagner dans ça. On doit se battre pour fédérer. Si on ne peut pas fédérer, même sortons avec un nombre impressionnant des partis politiques qui étaient dans l'opposition extra, comment vous appelez, dans l'opposition républicaine. Mais s'il n'y a que 2 seulement qui se donnent la main, 3 seulement qui se donnent la main pour aller, alors que les autres sont les bienvenus, ils ont dit. Oui, mais justement, c'était au moment de la création qu'il faut faire appel aux gens, aux autres pour venir améliorer le texte et voir quoi allons ensemble. Qu'est-ce qui empêcherait de faire appel aux autres de venir travailler comme ça? C'est pourquoi, d'ailleurs, je tiens à vous le dire que nous sommes dans cette dynamique. Nous avons fait une proposition. Une plateforme que nous avons réalisée, ça fait 10 pages. Il y a la déclaration, la charte, le code de bonne conduite et les règlements intérieurs. Donc, qui est aussi une alliance politique et électorale. C'est celle-là. La copie a été remise à M. Mokhtar Diallo, du NFD. Une copie a été remise bien avant la mise en place de cette structure. Une copie a été remise à M. Silla, à M. Teliano, au PDN, à l'UFDG, à l'UFR, comment vous appelez, à l'UFR, à M. Souma, Bokar Souma. Donc tout ce monde-là, il y a beaucoup de partis, même le BL, tout ça. Donc nous avons dit qu'il faut mettre une entité en place pour fédérer toutes les forces politiques, pour nous permettre de nous organiser. Si on ne peut plus s'entendre au sein de l'opposition républicaine,
qu'on mette en place une plateforme, une structure qui va fédérer tous les partis politiques qui étaient dans l'opposition républicaine en vue de constituer une force, un contrepoids contre cette velléité de président Alpha en 2020. Donc cela, tout le monde a accepté. Mais entre-temps, ce sont les trois qui ont jugé nécessaire de mettre ensemble cette alliance. Ils m'ont appelé de venir être membre de la structure. Je dis non, je vous ai adressé déjà. Nous vous avons adressé déjà des courriers. C'est à vous de nous dire qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le texte. On harmonise nos points de vue et on sort une alliance ouverte à tout le monde. Mais ils ont souhaité m'associer à ça, alors que moi j'ai déjà des courriers sur leur table. Donc vous avez vu que comme si c'était une façon... Bon, une récupération. Tout à fait. Donc c'est ça. Non, tout à fait. Alors, maintenant, en fait, non, je conclus. Donc ce que je peux dire à ces gens-là, oui, c'est toujours possible de se retrouver. Mais il faut que ça soit une force maintenant fédératrice. Il faut que ça soit une force qui va essayer. Mais d'aller 3 se retirer pour aller faire des choses comme ça, c'est un peu machin. Mais ce que je souhaiterais aussi de leur part, comme ils disent que cette alliance est à la fois électorale, mais aussi politique. Et c'est l'esprit même de faire un document signé par des partis politiques d'opposition, c'est nous qui l'avons. C'est ça, c'est à cette occasion. Parce que nous avons dit dans ce document, nous partons aux élections communales, sur les listes communes. C'est-à-dire si l'UFDG veut être candidate ici dans la commune de Kaloum, si elle est membre de la chose, que tout le monde l'accompagne, qu'elle ne doit pas être concurrencée ici. Et pendant les élections législatives, à l'une nominale, on peut encore faire la même chose. Accompagner, dire dans nos militants, votez pour tel là-bas. Mais chacun peut faire sa liste nationale. Pendant les élections présidentielles, si possible, faire présenter un seul candidat. Et si ce n'est pas possible, on peut aller tous, mais que tout le monde soit obligé de soutenir le candidat du parti qui se retrouverait au 10e tour. Et voir si ce dernier est élu pour qu'on puisse mettre une gouvernance commune. Voilà l'objet, voilà ce que nous avons dit. Donc, parce que l'opposition républicaine n'a pas, c'est une opposition qui n'a pas d'objectif clair, qui n'a pas de but. Non, c'est clair. Ce qu'il est lié, c'est s'organiser pour des manifestations. Il n'y a que ça. Mais quand il y a quelque chose à partager, personne ne s'appelle partager la conquête du pouvoir, l'exercice. Mais il n'y a aucune stratégie mise en place. Donc c'est cette plateforme qui a inspiré ce front pour pouvoir faire ce travail. Donc nous avons appelé ça, comme vous l'avez trouvé le mot, voilà. Copier. Non, pas copier, mais récupérer. Récupération. Récupérer. Mais ce que nous souhaitons désormais, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler tous ensemble. C'est possible. Parce que face à ce qui est en train de se passer comme ça, si nous suivons l'allure là, franchement, on risque de perdre. Et très lourd. Donc, les Guinéens, nous, les Guinéens, tout simplement. Donc, quand l'opposition échoue, les Guinéens ont échoué. C'est ce que je dis. Quand l'opposition échoue dans un pays, parce qu'il faut que le débat... C'est la démocratie qui a fessé. Oui. Si l'UFDG, qui est l'essentiel de l'opposition, est affaissé aujourd'hui, c'est la démocratie qui a affaissé. C'est ce que nous regrettons. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc, notre inquiétude... Un mot sur le mouvement là, le peuple n'en veut plus. Je crois que c'est une grande initiative et qui est venue à un moment opportun. Un moment opportun parce que la classe politique, étant, principalement de l'opposition, étant affaissée, il est important qu'une force naisse. Une alternative. Voilà, une force naisse, une force surtout citoyenne, qui pourra essayer de fédérer tout ce monde. Et je voudrais terminer sur l'autre côté, qu'il est important que l'alliance qui vient d'être mise en place, de prendre les responsabilités. C'est le dernier mot que je voudrais assurer, de prendre les responsabilités. Pourquoi cette mise en garde? Non, prendre les responsabilités. Non, de prendre les responsabilités. Qu'est-ce que je veux dire? L'opposition républicaine, s'ils ne se connaissent plus dans ça là, de démissionner là-bas et donner une force là où ils sont, ça peut rassurer. Si c'est nous qui devrons les rejoindre sur le front là, ça peut nous rassurer. Mais s'ils ont un pied ici, ils ont un pied de l'autre côté, c'est difficile de venir avec eux. C'est ça le problème. D'accord, on va aller avec les auditeurs maintenant. Donc, je n'ai pas fini. Oui, avec voilà, le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. C'est un mouvement qu'il faut soutenir, qui sort le 17 de ce mois-là. D'accord. Donc, il faudra que tous les Guinéens... Un mouvement piloté par Eli Kamano. Eli Kamano, il y a beaucoup d'autres associations. Plusieurs plateformes. Voilà, qui sont venus, qui ont mis en place cette plateforme qu'on appelle Le peuple n'en veut plus. Eli Kamano qui est aussi menacé par beaucoup d'artistes aujourd'hui. Oui, mais c'est peut-être parce que lui, il a refusé les voitures qui ont été distribuées. C'est parce que... Est-ce qu'il était concerné? Si, je sais. Et je sais actuellement, il est chaque fois harcelé par l'exécutif. Il y a des démarcheurs qui viennent. Je connais des personnalités de ce pays qui l'appellent régulièrement. Petit, abandonne ça.
tiens ceci, il me refuse. Ouais, même c'est si un homme intègre, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Il a une belle initiative. On sait qu'on est tous victimes de l'insécurité. Monsieur Kamara Mohamed Odem est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Kamara. Bonjour, bonjour à votre invité, bonjour à tout le peuple de Guinée. Allez-y. Et je vous ai écouté, mais je vous ai sincèrement pris en marche, mais j'ai compris les propos de mon frère qui parlait dessus. Moi, ce que je demanderais à tous les Guinéens, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, de mettre la balle à terre. Nous, on ne veut pas de feu dans ce pays-là. On doit toujours appeler au calme, à l'unité nationale, malgré qu'on a des idées contradictoires. On doit faire des idées contradictoires pour avancer ce pays-là, mais pas pour aller en guerre, ou bien pas pour s'affronter, que Dieu nous en garde. La Guinée nous appartient tous. Il faudra qu'on fasse attention à certains propos de certains politiciens, soit de la mouvance ou de l'opposition. Même si ces propos n'ont pas été tenus ici par Mohamed Lamine Kaba. On a largement compris. Merci à vous. Monsieur Bamba. Monsieur Bamba, bonjour. Roger. Oui, bonjour, monsieur les éminents journalistes de Série FM. Vous écoutez. Mon ami que je le connais très bien. Il y a un problème dans ce pays qui ne va jamais évoluer notre pays. Tout le monde offre le changement, on veut que les choses changent, le développement, on critique par-ci par-là. Il y a plein d'intellectuels dans ce pays, mais il y a moins d'intelligents dans ce pays. Vous êtes intelligent quand même, j'imagine. Non, c'est mon avis, j'assume. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes intelligent, vous? Moi, je suis intelligent. C'est pourquoi j'ai vu ce point noir-là. Tout le monde veut défendre son petit intérêt. Parce que tu vois, il y a des mouvements, il y a des partis politiques, il y a des alliances par-ci par-là. Les objectifs sont les mêmes. Mais pourquoi ne pas se dire la vérité et défendre réellement dans l'ensemble, c'est-à-dire ce que nous cherchons tous. Il est parti, Baba Roger. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Moi, je commencerai par une revendication parce que mon mouvement n'a pas reçu d'abord la lettre d'information et d'invitation. Votre mouvement? Le mouvement de jeunes engagés à libérer la Guinée est tout fait par les dinosaures. Parce que tout ce qui empêche l'épanouissement de notre nation, l'avancée de notre nation, est considéré comme étant des dinosaures, en commençant par les célébrités. Donc aujourd'hui, c'est une très belle chose d'organiser des choses comme ça, parce que depuis l'arrivée du professeur à la République de Guinée, il n'a jamais tenté de résoudre un problème. À chaque fois, il y a des gens par là, par-ci et par-là, ils disent n'importe quoi. Mais vous savez, on a trop attendu. Il nous a demandé de serrer les ceintures. Aujourd'hui, les ceintures ont même coupé. Il nous a demandé d'être patient. Mais jusque quand il va vers la fin de son deuxième mandat. Mais vous savez, quand vous prenez la tête d'une nation, acceptez d'assister le bas peuple. Aujourd'hui, je vous remercie, les initiateurs de cette marche. Nous sommes partants avec vous. Nous allons marcher dans toute la ville de Conakry pour revendiquer le paix que nous devons avoir. D'accord. On ne dit Merci. pas... Monsieur Kaba Mamadi de Mafanko. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour, mes chers journalistes. Je profite par cette opportunité pour vous souhaiter bonne fête. Merci. Parce que ça fait longtemps. Oui. Vous savez, nous sommes avec aujourd'hui les juniors politiques qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Que ce soit M. Siloudal Diallo, que ce soit l'alliance qui vient d'être créée par Abouakar Sila et Teliano. Cela montre suffisamment que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition sont tout simplement des frustrés politiques. Mais vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le problème c'est quoi? Même votre invité qui est dans le studio, si toutefois on l'appelle aujourd'hui pour se rendre à cette situation avec un forêt sac, je vous le jure, il va plus critiquer Alpha Condé parce que déjà... donc ceux qui vont en ressortent avec des forêts sacs. Il est parti, monsieur. Diallo Mamadou Siradio, il va être le dernier auditeur. Siradio, bonjour. Bonjour, M. Dad Mohamed Kamara. Moi, je restais en ligne plus de 6 minutes, on me coupe. Je ne comprends pas. Maintenant, je voudrais d'abord vous faire on ne vous coupe pas. Vous savez, quand il y a plusieurs tentatives, c'est ce qui fait, ça perturbe la ligne.
Ah, ok. Maintenant, M. Dadou Mohamed Camara, nous, au sein de l'FDG, c'est là qui tente de nous décourager, de nous critiquer. Nous les félicitons, nous les encourageons. Mais ce qui est clair, c'est que nous, on a dit, c'est clair, chaque parti politique aux élections communales et communautaires au premier tour volera de ses ailes. Ils n'ont qu'à dire que l'FDG est un parti bête. C'est ce que Max Kabalé a dit tout de suite, vous avez accepté, qu'il a dit que l'FDG est un parti bête, mais nous on ne dit rien, ce qui reste clair, chaque parti politique volera de ses ailes. En ce qui concerne votre invité, ils n'ont qu'à continuer de critiquer l'FDG. Moi je pense que les gens l'avaient cherché le pouvoir, mais comme les animaux, l'air visionnaire, c'est l'FDG qu'ils critiquent, ils sont là à critiquer et particulier à l'opposition qui fait le pouvoir, et les encouragements. Voilà, on va prendre Kouyaté Alpha Cabinet. Alpha Cabinet, bonjour. Oui, bonjour, mes frères. Nous vous écoutons. Bonjour à l'ensemble des auditeurs. Je dis bonjour à votre invité. Je compatis à la douleur de Aliou qui a fait l'objet d'une visite de Belfra à son domicile. Et là où dans mon Camara, si vous avez bonne souvenance, lors de son passage à votre studio, vous avez évoqué un problème là-bas. Est-ce que ce n'est pas cela qui risque de le rattraper en disant qu'ils sont en train de faire un coup d'État aux anciens et que lui-même il a renchéri en disant oui, mais c'était un coup d'État politique et non un coup d'État militaire. Et donc, si cela a fait que les gens se sont rendus chez lui pour des visites ou d'un programme d'État, je me demande si ce n'est pas lié un peu à cette affaire. Et donc, vraiment, je compatis à sa douleur et je dirais à M. Fidel de se repositionner en politique. C'est vraiment le jour de la chandelle. Et la ligne qu'il a toujours tracée à cette force de l'opposition n'est pas une ligne directrice. Parce que vraiment, c'est des gens qui sont en persécution. Alpha Cabinet, merci. Vous êtes d'ailleurs le dernier intervenant au compte de l'émission de ce lundi 10 juillet 2017. Pas de questions proprement dites. Peut-être que commentaires par rapport aux réactions des auditeurs. Voilà, merci. Je crois que le premier intervenant a parlé de la marche du 17 juillet. Si nous marchons ce jour-là, c'est parce que les mots sont clairs. Vous savez que la société civile et même les partis politiques peuvent se joindre. La différence entre partis politiques, d'ailleurs, la société civile d'abord c'est quoi? C'est toute organisation qui a une équidistance de toute pression politique. Et les partis politiques se battent pour la conquête du pouvoir et son exercice. Mais le lien aussi fort, c'est parce qu'ils veulent tous améliorer, ils se battent tous pour l'amélioration de la condition de vie des Guinéens. Donc cette marche est initiée par une action citoyenne de Ali et de Eli Kamano qui veut dénoncer l'insécurité, l'impunité, la cherté de la vie, la malgouvernance. La malgouvernance en un mot. Donc je crois que nous sommes tous... Et les velléités d'un troisième mandat. Oui, mais troisième mandat, ce n'est pas à l'heure du jour qu'ils vont le dire parce que... Mais ils vont quand même dire halte à ceux qui sont en train de promouvoir un troisième mandat. Mais la marche, elle n'est pas ça, ce n'est pas la raison. Donc, c'est ce que je viens de citer, nous sommes tous victimes de cela, que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour de l'opposition ou de la mouvance ou société civile ou société militaire. Tout le monde a les mêmes choses, a les mêmes malheurs, je veux dire, a les mêmes difficultés. La vie qui est chère, là. Donc, nous voulons nous joindre à ce mouvement juste pour pouvoir exprimer la colère que nous avons et nous souhaitons que beaucoup de Guinéens vont nous rejoindre. Il y a un autre qui a parlé, je ne sais pas, des opposants corrompus, que tout le monde peut aller à sectoriel. Donc, Mamadi Kaba. Donc lui veut dire donc il y a de l'argent à sectoriel à distribuer. Et qui amène l'argent? Quand Alpha était dans l'opposition, c'est comme ça, il le faisait. Voitures, je finis. Vous avez eu quand même 500 millions à un passage. Alors, si c'est à supposer que cela soit vrai, mais pourquoi je n'ai pas changé de discours? Ça veut dire, c'est pour répondre à M. Kaba que tout le monde ne roule pas pour de l'argent. À supposer que cela soit vrai, comme les gens l'ont dit, à supposer que cela soit vrai, pourquoi cela ne m'a pas influencé? Ça veut dire que je mérite une médaille de constance politique. Mais c'est ça. C'est parce que la plupart de ceux qui sont passés, je suis le seul d'ailleurs, il faut le dire, à ce niveau, que je suis allé là-bas, à Sectoria, et sortir avec le même discours intact. Tous qui sont partis, ils viennent maintenant avec des discours tordus au modèle, mais nous ne l'avons pas fait. C'est parce que nous sommes intégrés. Il faut dire à M. Kaba, encore il faut le dire, mon frère Kaba, que si moi je veux une opportunité sous Alpha, c'est un écho d'Ardar. Mais je n'en veux pas. Et quand on veut être un homme d'État,
on ne peut pas Monsieur Kaba, étaler toutes les confidences en place publique. Est-ce que c'est pas trop dire que je n'en veux pas? Parce que Je vous assure, on a vu beaucoup qui l'ont dit, mais vous savez qu'ils sont allés à la suite. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des Guinéens qui étaient ministres de la République qui ont démissionné parce que la gouvernance en place ne les rassure pas. Vous êtes d'accord? ouais, mais combien sont-ils? On dit qu'il n'y a Même pas, si c'est une seule il y a pas personne. d'homme incorruptible. Moi, je veux vous parler. Il suffit juste de lui proposer son prix. Moi, je veux parler, par exemple, le président de PQ, quand il était dans le gouvernement, il a démissionné, il était un ministre Oui, de la mais République. c'était après un massacre, hein, attention. Oui, mais justement. Après un massacre. Mais pourquoi moi Voilà. c'est Il la n'a pas question. démissionné parce que la gouvernance était comme ci, comme ça. Il a démissionné peut-être que pour les éventualités. C'était après un Est-ce que massacre. vous savez L'exemple pourquoi n'est nous pas avons le bienvenu. démissionné? Pourquoi? L'exemple est bienvenu. Pourquoi moi Le j'ai mot de la fin. Non, pourquoi moi j'ai démissionné? C'est parce que moi je vous ai dit que les bourreaux qui sont accusés de crimes contre l'humanité sont avec Alpha. Pourquoi nous avons démissionné? Que les fauteurs qui ont pillé l'économie de pays sont avec Alpha. C'est pourquoi nous avons quitté le RPG. Parce que le président refuse de... Parce que tout ce que nous avons combattu par le passé sont valorisés sur lui. C'est cela la question. D'accord. Maintenant, le mot de la fin, je voudrais répondre, encore dire que... Vous devez voler, tous doivent voler de ses propres ailes. Il reste clair que personne n'est accroché à l'UFDG. Si ceux qui sont accrochés à l'UFDG, certainement ce sont les derniers départs qui viennent de partir. Oui, mais ce n'est pas il nous. y a des arrivées aussi. Hein. Oui, mais il faut dire quelque chose à l'UFDG. Il y a Lucien Makane L'UFDG doit tirer les leçons du passé. Si l'UFDG a été battu en 2010, c'était un problème d'alliance. Il faut que ce soit une priorité. Si tant qu'elle n'arrive pas à corriger, elle aura les difficultés énormes pour accéder au pouvoir. Je viens de vous dire, ne peut faire cavalier sur la Guinée. en Guinée, ce n'est pas possible. Il faut que l'UFDG accepte, il faut qu'elle arrive à tirer les leçons du passé. Si elle a été battue, c'était un problème d'alliance. Qu'il soit une alliance communautaire, qu'il soit une alliance politique, c'est un problème d'alliance. Il faudra qu'elle se batte pour corriger ce tard, sinon elle aura dit les difficultés énormes pour accéder au pouvoir. Merci donc à vous d'être passé dans cette émission, Mohamed Lamine Kaba. Je rappelle que vous êtes le président du parti Fidèle, Force des intègres pour la démocratie et la liberté. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci également à Alassane Diallo et toute son équipe, Kadia Touré, Sekou Touré, Moro Kamara. Merci à Yamoussa Silla, Kande Omar Kamara, Cabinet Sano. Côté radio, la rediffusion c'est à 22h05 sur Chéri FM et 22h15 sur Africa Today Télévision. Quant à nous, on va se reprendre demain, même heure, même fréquence, avec un autre invité. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter.